Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission dédiée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre émission. Football, Chatou qui évolue en DHR s'est incliné comme l'année dernière au 6e tour de la Coupe de France. Les Yvelinois ont été éliminés par une CFA Viry-Châtillon, score final 1-0 pour les Essonniens. Les détails dans cette édition. À Apnée, l'élan courtois Xavier Delpy a terminé à la 3e place des championnats du monde en Italie sur l'épreuve du Jump Blue. Le but est de parcourir la plus grande distance à une profondeur de 10 mètres. Nous le recevrons sur ce plateau dans quelques minutes. Handball, les féminines de Montigny-au-Bretonneux ont concédé leur 2e défaite en 2 matchs de National 1. Elles ont perdu 32-24 dans leur gymnase. Le résumé de la rencontre est à suivre dans ce magazine. Et puis en fin d'émission, tour d'horizon des principaux rendez-vous sportifs et résultats sportifs du week-end dans le département. Nous parlerons notamment du skipper versaillais Tanguy de Hamotte qui a pris le départ de la Transat Jacques Vabre. Il n'y a pas eu de miracle au stade de Finaltéry de Chatou. Les Catoviens qui évoluent en DHR se sont inclinés comme l'année dernière au 6e tour de la Coupe de France. Ils ont été éliminés par une CFA Viry-Châtillon, score final 1-0 pour les Essonniens. Les images sont signées Élodie Moine. L'exploit était si proche. Les Rouges de Chatou qui évoluent en DHR se sont fait sortir dans leur stade au 6e tour de la Coupe de France par Viry-Châtillon, une équipe de CFA. Héroïques, les Yvelinois qui ont terminé la rencontre à 10 après un carton rouge ont réussi à tenir en échec leurs adversaires. Les Essonniens ont finalement réussi à marquer en fin de match, score final 1-0. On était bien en place, eux aussi. Après, on a la chance nous d'avoir des joueurs qui ont également joué à un niveau plus élevé aussi, donc avec une certaine expérience aussi dans l'aspect du jeu, à comment gérer certaines situations. Et dans ces matchs-là, généralement serrés, ça se joue quasiment à celui qui marque le premier. Ouais. Je pense qu'il nous a manqué un peu de conditions physiques en deuxième mi-temps. On a un peu baissé de pied. Je trouve qu'on a fait une très très bonne première mi-temps. On a laissé un petit peu de force. Du coup, forcément, en deuxième mi-temps, c'était peut-être un peu plus difficile. Et voilà, ça s'est joué sur un coup de pied, sur un détail. C'est ce que j'avais envie de dire avant le match, mais voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Après avoir éliminé Rueil-Malmaison et Soisy, l'épopée des Catoviens s'arrête comme l'année dernière au 6e tour. On a fait un beau parcours, on s'arrête au même tour que l'année dernière, mais on a joué une CFA, c'est ce qu'on voulait aussi, sortir contre une grosse équipe. Et voilà, on n'a pas à rougir de notre défaite et ça va nous permettre de continuer pour la suite. Et puis je pense qu'on peut quand même dire qu'on sortait tête haute de la Coupe de France avec un bon match contre une belle équipe en face aussi. Ouais. Après cette aventure en Coupe de France, Chatou devra replonger dès ce dimanche dans le quotidien du championnat de DHR. Les Catoviens sont pour l'instant 2e du classement après 4 journées. On passe maintenant aux autres résultats de ce 6e tour de la Coupe de France. 3 représentants des Yvelines se sont qualifiés pour le prochain tour. Versailles a remporté une victoire sur la fin contre Grigny grâce à une réalisation signée de Bouillet à la 78e minute 1-0. De son côté, la CFA de Poissy est allée s'imposer facilement à l'extérieur sur le terrain d'Angien sur le score de 4-1. Mantes a également arraché sa qualification à l'extérieur sur le terrain de Neuilly-sur-Marne 1-0. Du côté des déceptions, en plus de l'élimination de Chatou où il se fait sortir 1-0 sur son terrain contre l'Entente Sannois-Saint-Gratien, il y aura donc 3 représentants yvelinois pour le prochain tour. Après le football, nous allons parler des championnats du monde d'apnée avec notre invité Xavier Delpy. L'élan courtois Xavier Delpy a réalisé une belle performance en apnée. Il a remporté la médaille de bronze aux championnats du monde d'apnée CMAS qui se sont déroulés du 5 au 10 octobre en Italie à Ischia. Nous avons le plaisir de recevoir Xavier Delpy sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez remporté donc votre médaille dans la catégorie Jump Blue. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette épreuve ? Alors, il faut savoir qu'en apnée, il y a effectivement plusieurs disciplines, un petit peu comme l'athlétisme, très brièvement, des épreuves essentiellement en piscine, soit de longueur, c'est-à-dire maximum de distance parcourue avec ou sans palme. Le temps n'importe pas, parce que c'est souvent la question qu'on me pose. Des épreuves de statique, où là, c'est le temps maximum passé sous l'eau, et puis des épreuves en mer, où on descend le plus profond possible, également avec ou sans palme. Et puis une épreuve un petit peu hybride, mais que j'adore moi particulièrement, qui est donc le Jump Blue. Donc effectivement, exactement, qui va bien à ma physiologie. Donc on descend à 10 mètres de profondeur, et puis on va faire le maximum de distance autour d'un carré qui fait 15 mètres de côté. Et quelles sont les qualités pour exceller dans cette discipline qu'on doit avoir ? Alors, les qualités qu'on doit avoir. On pense souvent que l'entraînement en apnée, c'est se mettre en yoga et puis rester sans respirer pendant des heures. C'est en fait un sport extrêmement complet. Et c'est pour ça que je suis tombé dedans. C'est aussi le médecin qui s'y intéresse énormément. On a toutes les préparations habituelles de n'importe quel sport. Un entraînement cardio, de la préparation physique, du gainage,
de la technique spécifique de nage et notre entraînement physique spécifique en apnée, que ce soit en dynamique, en statique, l'adaptation pulmonaire à la profondeur, de l'adaptation thoracique pour prendre le maximum d'air et avoir un réservoir le plus rempli possible. Donc c'est extrêmement complet. Et le côté mental est en plus extrêmement crucial. Et est-ce que vous vous attendiez à gagner cette médaille de bronze au championnat du monde? Alors, donc il y a 3 ans, moi j'avais eu l'immense honneur et privilège de gagner le championnat d'Europe ex aequo avec l'Italien, donc Michele Gurgola, avec le record du monde. Là, moi je suis chirurgien, donc j'ai eu ces dernières années très 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 occupé. La piscine de Morpa où je m'entraîne régulièrement qui avait fermé ces 5 derniers mois. Donc la période était difficile, mais voilà, c'était un retour en compétition internationale en fédération. Et je suis très très content de cette 3e place, d'autant que la première place a été prise par mon ami Arthur Guérin-Bory avec le record du monde qui reste français. Et vous aviez le record du monde, c'est ça? Voilà, Juste donc avant. je lui donne quand même avec plaisir, mais Vous aviez j'ai bien réalisé l'intention combien? de le reprendre. 185 mètres, hein, je Mon crois. record était de 185 mètres. Oui. Et du coup, le nouveau record qui a été donc battu justement par le Français Arthur Guérin-Boëri, Et ben, il l'a porté il a à battu 200 mètres. 200 mètres. C'est une performance qui est difficile à atteindre ou vous pouvez l'atteindre peut-être dans le futur? Alors, j'espère pouvoir cette année m'entraîner dans des bonnes conditions et j'espère bien pouvoir aller le chercher, c'est mon intention. C'est jouable ou c'est un record vraiment inhumain que personne ne Alors, pourra dépasser? l'apnée progresse énormément tous les ans. On découvre énormément de choses, qu'on a 10 choses différentes à travailler par rapport à d'autres sports. Donc, on a une marge de progression qui est toujours étonnante. Nos performances ont doublé en 20 ans dans toutes les disciplines. Donc oui, c'est énorme, ça paraît incroyable, mais voilà, je pense que c'est quand même C'est une jouable pour chose vous. réalisable et c'est une de mes envies puisque c'est une épreuve que j'aime particulièrement. Donc la compétition s'est déroulée dans un contexte un peu particulier, un mois après l'accident de Guillaume Néry. Donc je le rappelle, Guillaume Néry a été victime donc d'une erreur des juges. Le Niçois a fait une syncope suite à cette erreur. Les juges avaient mal métré en fait la distance, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous, quand vous avez commencé la compétition, est-ce que vous y avez pensé à cet accident et est-ce que vous vous êtes dit finalement ça me fait peut-être un petit peu peur de continuer? Alors, plusieurs choses. La première, c'est qu'en apnée, moi je suis chirurgien, voilà, je veux absolument maîtriser tout ce qui m'arrive et tout ce qui se passe, autant pour moi que pour mes patients. Il aurait été inconcevable de commencer l'apnée sans me sentir parfaitement en sécurité. Il faut savoir qu'à chaque entraînement, on se surveille les uns les autres à 1 ou 2 mètres près. C'est un sport qui est maintenant, contrairement à ce qu'on peut penser, extrêmement sécurisé. D'autre part, en arrivant sur les championnats, on a vu que même si c'était les premiers championnats de profondeur CMAS, donc la Fédération officielle internationale, ils étaient extrêmement préparés, les moyens de sécurité étaient vraiment importants mis à notre disposition, notamment des plongeurs en scooter qui venaient jusqu'à une profondeur de 50 mètres, un retour vidéo sur la plateforme de fond et comme vous avez pu voir à l'image. Donc voilà, la sécurité est vraiment assurée à chaque instant. D'autant que c'est, contrairement à ce que les gens habituellement peuvent penser, l'endroit le plus critique pour nous dans une plongée n'est pas le plus profond, c'est au contraire proche de la sortie d'apnée, ou même une fois qu'on est sorti, le temps que le sang se réoxygène. Donc on a cet intervalle de 20 à 30 secondes qui peut être critique. Et Guillaume a été le premier à dire qu'il ne le considérait pas comme un accident, mais comme un incident. En fait, il ne s'est jamais senti réellement en danger. On porte une longe le long du câble, on sait toujours où on est, il y a un système de contrepoids qui peut nous remonter à tout moment, et la sécurité était là pour faire son travail. Après un petit check-up, il a été rapidement bien sur pied, il a replongé il n'y a pas très longtemps à Nice, donc voilà. Et cet accident de Guillaume Néry à Chypre, est-ce que c'est rarissime ou est-ce que ça se produit régulièrement? Enfin, est-ce que c'est rarissime? Alors oui, c'est très rare. L'erreur a étonné beaucoup de gens, autant que juges, organisateurs et apnéistes. Il ne faut pas oublier qu'on est un sport jeune, et donc tout ça va aussi aider à faire évoluer les moyens, parce que on n'est pas encore un sport avec des budgets de clubs de football. Les moyens techniques pour assurer encore mieux la sécurité, et puis voilà. Là c'était en l'occurrence un petit marquage au scotch qui est probablement préféré qu'un marquage à la peinture, moins sujet à se décaler ou s'enlever. Et est-ce que ce type d'accident vous fait peur, vous, et vous a découragé?
pour poursuivre Alors, votre carrière? Personnellement, non, absolument pas. Mais c'est vrai que je dois rassurer mon entourage qui a pensé normalement comme beaucoup de gens. Mais... Et est-ce que vous fixez des limites, vous, dans ce sport? Alors, les limites que je me fixe sont celles que mon corps va me donner. C'est-à-dire qu'on va cultiver en apnée vraiment un équilibre avec soi-même. On sait que si on est trop souvent proche de la limite, au bout d'un moment, on va plus se faire plaisir, on va plus progresser, et c'est de toute façon contre-productif. La meilleure sécurité, c'est de garder une toute petite marge de sécurité et découvrir. Après, voilà, il y a 30 ans, on pensait que plonger en dessous de 50 mètres était impossible pour le corps humain, et puis maintenant, voilà, on atteint des profondeurs en poids constant de plus de 120 mètres. On en apprend tous les jours en apnée, c'est ça qui est extraordinaire. Merci à vous, Xavier. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Encore félicitations pour votre médaille de bronze. Et on vous souhaite de récupérer votre record dans les prochains mois. Merci beaucoup. On passe maintenant au handball. Lourde défaite pour Montigny-Bretonneux en National 1 féminine. Les Illymontaines ont été corrigées 32-24 à domicile par Rochechouart lors de la 5e journée du championnat. Les Saint-Quentinoises concèdent une deuxième défaite consécutive. Le montage est signé à Romain Ospini. Deuxième défaite en 2 matchs de National 1 pour Montigny-Bretonneux. Privés de quelques cadres, les Illymontaines n'ont jamais réussi à contenir les assauts de Rochechouart, l'une des meilleures équipes de la poule dans leur gymnase. Le score est sans appel, 32-24. À un moment, on n'était pas loin, on revient et puis après on relâche sur les dernières minutes, on fait des erreurs qu'on ne devrait pas faire et donc ça coûte cher sur des équipes du haut de tableau. On a eu un départ de match difficile, ce qui nous a mis dedans presque tout le match. Donc bon, on a su relever la tête, à densifier notre défense, ce qui nous a permis après de récupérer des balles et puis de les amener jusqu'en attaque. Mais oui, il y a un écart, c'est sûr, mais pas tant que ça, je pense pas tant que ça. On est loin parce qu'il y a -8 à la fin, mais il faut retenir les bonnes choses et elles ont su relever la tête. Et ça, c'est bien pour l'avenir. Promu cette année en National 1, Montigny-Bretonneux vise le maintien cette saison. Après un départ en boulet de canon avec 2 victoires en 3 matchs, les Illymontaines marquent le pas depuis début octobre. Les Yvelinoises restent sur 3 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. On va y arriver, on travaille beaucoup la semaine. Après, je pense qu'il faut vraiment garder le positif sur chaque match, même s'il va y avoir sans doute beaucoup de défaites. Et je pense qu'on va y arriver. Il faut rester bien régulière. Pour rêver du maintien, il faudra engranger le plus de points possible. Prochain match de National 1 pour Montigny-Bretonneux, samedi prochain à 20h contre Pessaquier en Gironde. Les équipes de volley-ball de Plaisir et de Villepro ont fusionné en 2000. Aujourd'hui, l'équipe est considérée comme l'une des plus performantes du département. Pour décrypter cette réussite, nous recevons sur ce plateau Mathieu Amfray, joueur de l'équipe de masculine, et François Omnes, responsable de la section loisirs de Plaisir Villepro. Bonsoir. Bonsoir. Mathieu, qu'est-ce qui fait la force de ce club depuis plusieurs années ? Je pense que c'est un club qui est très familial en fait, puisqu'on a quand même une équipe qui dirige le club depuis très longtemps. On essaie en tout cas d'assurer une certaine continuité et on a vraiment un cœur très très fort qui permet de fédérer les gens qui sont autour de nous, quoi. François, est-ce que ce club vous met dans les meilleures conditions pour réussir ? Oui, je pense, parce que pour nous, ce qui concerne les loisirs, on a quand même la possibilité de jouer 2 séances par semaine. On a l'appui des compétitions qui viennent nous conseiller sur des aspects un petit peu plus techniques, aussi bien sur de l'apprentissage du jeu que sur des aspects très individuels de techniques qui sont quand même assez importants en matière de volley. Donc oui, pour nous, on a un bon encadrement et ça se voit aussi dans les résultats qu'on a en compétition loisirs au département. Et donc il n'y a pas d'excuse pour quand on perd les matchs à Plaisir Villepro. Oui, on peut dire ça. L'équipe masculine, Mathieu, l'équipe masculine est actuellement à la 6e place du classement de pré-national avec 7 points. Est-ce que la montée est envisageable cette année ? Oui, je pense qu'elle est tout à fait envisageable. Ils ont fait donc là quelques erreurs de parcours, mais c'est surtout dû à des absences. On est quand même une équipe non professionnelle, donc on peut avoir quelques absences. Maintenant, je pense que c'est un groupe qui a peu évolué depuis l'année dernière, donc c'est déjà un groupe qui est assez constitué, qui est très fort et qui peut fortement envisager de tenter la montée en tout cas.
Vous vous sentez prêt à monter d'un échelon? Vous sentez que le groupe a la maturité? Le groupe peut le monter. Maintenant, la façon de monter étant très difficile, je pense que ce sera quand même compliqué pour eux, mais je l'espère en tout cas. Et comment expliquez-vous cette bonne dynamique? Il y a 3 équipes au niveau senior, du coup à Plaisir Villepreux. Il y a 3 équipes. Est-ce qu'il y a une certaine émulation entre chaque joueur, les joueurs de l'équipe 1, de l'équipe 2, de l'équipe 3? Du coup, ça forme un noyau dur qui fait la réussite du club finalement. En fait, on essaie de faire des passerelles entre les équipes pour que les gens aient une certaine émulation et une certaine compétition entre eux, et qu'au fur et à mesure du temps, les joueurs, s'ils en ont l'envie aussi, de passer dans une équipe supérieure. On fait notamment venir les jeunes dans l'équipe 3 pour qu'ils commencent à se former avec les seniors, et quand ils sont un peu plus forts, on peut les faire monter en équipe 2, voire en équipe 1 s'ils sont encore suffisamment forts pour ça. Donc on essaie en tout cas de faire jouer les équipes ensemble. Les équipes 1 et 2, par exemple, s'entraînent ensemble le jeudi, comme ça permet de jouer ensemble, voire de faire des oppositions de temps en temps. On a en début d'année aussi, par exemple, un tournoi de préparation et même un week-end d'intégration où les équipes seniors peuvent se retrouver, que ce soit masculine et féminine, ensemble lors d'un week-end pour pouvoir justement se fédérer ensemble. François, les filles, elles, sont quant à elles avant-dernières de pré-national. Comment expliquez-vous ce résultat? Est-ce que c'est une mauvaise dynamique ou est-ce que vous le sentiez venir, vous, de votre côté? Non, c'est pas qu'on le sent venir, mais l'équipe a quand même connu l'année dernière une année très difficile, notamment avec la perte d'un coach, avec le décès d'un coach en cours d'année. Donc une nouvelle organisation, des nouvelles joueuses. On est encore qu'au début de la saison, il faut que la mayonnaise prenne. Et c'est quand même une équipe qui a, sur les dernières années, eu de très très beaux résultats. Donc on peut leur faire confiance. Elles vont sûrement remonter la pente. Et là encore, avec l'émulation qu'il y a avec la deuxième équipe féminine, logiquement, elles devraient se positionner mieux dans la poule dans le courant de l'année. Mathieu, vous êtes d'accord avec François? Elles vont remonter, les filles? Oui, je pense que c'est tout à fait envisageable, sachant que, comme l'a dit François, on a eu un nouveau coach cette année et il a quand même un projet de monter une équipe et d'essayer, elle aussi, de la faire monter au niveau national dans les prochaines années. Nous allons à présent parler de l'équipe de France. Vous le savez, les Bleus ont été sacrés champions d'Europe en battant en finale la Slovénie 3-7-0. Est-ce que cette performance, Mathieu, peut emmener plus de licenciés dans les Yvelines, en particulier dans votre club? Je pense que ça pourrait le faire. Maintenant, c'est toujours un petit peu compliqué. C'est un peu tôt. Même si les Français ont gagné quand même la Ligue mondiale au mois de juin, on en a parlé un petit peu, mais pas énormément. Ça nous a peut-être ramené quelques licenciés, mais vraiment pas beaucoup. Là, j'espère que la Ligue mondiale, la Coupe d'Europe, autant pour moi, va permettre d'amener d'autres licenciés, mais je pense qu'il est encore trop tôt, sachant que là, en plus, c'est les vacances scolaires. Donc, j'espère. C'est tout ce que je peux dire. Vous espérez, vous aussi, François? Oui, on peut l'espérer. Maintenant, je pense que pour qu'il y ait un vrai éclairage médiatique sur le volley, il faudrait que l'équipe de France se qualifie aux Jeux Olympiques de Rio et qu'elle y figure de façon honorable, de telle façon qu'on puisse avoir une exposition médiatique suffisante pour éveiller la curiosité des gens. Bon, cela dit, moi, pour ce qui est des loisirs, on a quand même une dizaine de nouveaux joueurs tous les ans qui viennent essayer le volley. Donc pas forcément en compétition, mais en loisir, il y a des jeunes qui viennent quand même dans votre club. Il y a des jeunes et des moins jeunes, parce que j'ai quelques quarantenaires qui s'essayent aussi au loisir, au volley. Donc non, il pourrait sûrement y avoir une certaine émulation autour du volley. Il faut simplement que l'équipe de France, à l'instar de d'autres équipes, comme le handball, puisse avoir un résultat vraiment extraordinaire au moment des Jeux Olympiques. Et là, je pense qu'on pourrait effectivement avoir un petit peu plus de vocation, y compris chez les jeunes. Et est-ce qu'il y a des jeunes et des moins jeunes qui sont venus vous voir en vous disant « Je veux être comme ces joueurs-là, l'équipe de France, je veux m'inscrire dans ce club pour être comme eux ». Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont venus vous voir ou des moins jeunes qui sont venus vous voir en vous disant ça? Alors, pour être parfaitement honnête, non. Pas pour le moment. Non, ça, c'est pas encore arrivé. J'attends avec impatience que ça arrive, mais en l'occurrence, ça n'est pas encore arrivé. Et est-ce que vous, par exemple, Mathieu, est-ce que vous, à l'entraînement, est-ce qu'il y a des gestes que vous essayez de reproduire un petit peu comme eux? Là, je pense notamment au geste de Erwin Ngapet, justement en finale, sur le dernier point, sur la balle de match.
Est-ce que vous, je ne sais pas, ça vous inspire, ça vous donne envie de reproduire ces gestes? Non, pas du tout. Le dernier geste, pas du tout. Pas du tout. Là, c'était vraiment très osé comme geste. J'aurais jamais essayé, surtout sur une balle de match, parce que c'était quand même un score très tendu. Ils ont gagné de très peu ce set-là. Donc moi, j'aurais pas essayé. Maintenant, il y a d'autres gestes. On a vu des gestes, notamment en termes de défense, en termes d'attaque, qui peuvent vous inspirer, qui sont plutôt eux à termes d'inspiration. Je pense notamment au pointu Antonin Rousier qui était extraordinaire sur ce jour-là. Ngapet fait beaucoup de spectacles, mais en termes de stabilité, c'est plutôt quelqu'un comme Antonin Rousier, le pointu, qui apporte beaucoup à cette équipe. Et est-ce que vous pensez que le volley, du coup, on en parlait tout à l'heure, est-ce que le volley peut arriver au niveau du basket ou du handball en France? Avec l'équipe actuelle? Avec l'équipe actuelle. Je pense, oui. C'est une des meilleures équipes qu'on ait vues dans le volleyball depuis au moins 20 ans. Je pense qu'on est sur une équipe qui, même si on a quelques blessés, ils ont un banc qui est extraordinaire aussi. Donc non, on a un très beau groupe. C'est un groupe qui, je pense, s'il a les moyens de gagner le tournoi de qualification à Berlin au mois de janvier et arrive aux Jeux Olympiques, fera des très grandes choses et voire même, je l'espère en tout cas, arriver très haut. En tout cas, c'est un bon rayonnement pour votre sport, dans les Yvelines en particulier. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est aussi un bon exemple et un bon encouragement pour que, y compris dans le monde scolaire, par exemple, on continue à enseigner le volley au même titre que d'autres disciplines, parce que c'est aussi comme ça qu'on va réussir à détecter les futurs Rousiers ou les futurs Ngapet pour les équipes, bon, pas pour Rio, mais pour 2 ou 3 coups après. Merci à vous en tout cas d'être passé sur ce plateau. Bon courage pour la suite du championnat. Donc, on vous souhaite de monter cette année, évidemment, chez l'équipe masculine. On passe maintenant aux autres résultats du week-end. On commence cette page résultats par du handball masculin. Le Chénet n'y arrive toujours pas. Promu cette saison en National 2, les Chénésiens ont concédé une nouvelle défaite à domicile contre Surly-sur-Loire 34-30. Depuis le début de la saison, les Yvelinois ont perdu 4 matchs et ont réussi à accrocher seulement un match nul. Une entame très compliquée pour une équipe qui vise le maintien. On écoute le coach du Chénet, Yanis Norbert, qui était au micro d'Élodie Moine. En ce début d'année, ce qui ne fonctionne pas, c'est pas que ça ne fonctionne pas, c'est surtout l'appréhension et l'apprentissage du niveau de National 2 qui a pris du temps à se mettre en place. Aussi avec l'arrivée de 5 nouveaux joueurs, donc la mayonnaise a un petit peu de mal à prendre. Donc on est en large et constante progression en ce moment, on continue à travailler. Le maintien est toujours dans les têtes, on est qu'au début de la saison, on ne va pas baisser les bras. Après ce match-là, il nous reste une trêve de 2 semaines pour pouvoir récupérer et les blessés et continuer à travailler. Donc ce qui nous permettra par la suite de pouvoir reprendre le 14 novembre dans de bonnes conditions. On prend le large à présent avec le navigateur d'Initiative Cœur Tanguy de la Motte. Ce dimanche, Versaillais de 37 ans a pris le départ de la 12e Transat Jacques Vabre avec sa coéquipière Samantha Davis. Une compétition aussi appelée Route du Café qui relie Le Havre à Itajaí au Brésil. Son objectif est de terminer la course en moins de 18 jours. À 16h, l'Yvelinois était à la 15e place dans la catégorie IMOCA sur 20 participants. La course est dominée par le voilier monocoque d'Alex Thompson et Guillermo Altadil. Le deuxième Versaillais engagé dans la compétition, Éric Bellion, pointe lui à la 17e place des IMOCA. On passe au cyclisme. La carte du Tour de France vient d'être dévoilée par les organisateurs. Le parcours long de 3519 km passera par le Mont Ventoux avec un départ du Mont-Saint-Michel le 2 juillet. Ce sera le premier grand départ au nord de Paris depuis 1984. La course proposera 4 arrivées au sommet et 2 contre-la-montre. Vous l'aurez compris, le parcours ne passera donc pas par les Yvelines cette année, mais des Yvelinois devraient être au départ de la plus grande compétition cycliste au monde. Le Versaillais Kevin Reza pourrait notamment s'élancer avec le maillot de la FDJ sur le dos. Un mot de boxe. À présent, Rachid Achoui, un boxeur licencié au BC de 50 ans en Yvelines, a remporté la finale du Critérium national des poids moyens. Le sportif, coaché par la team Farouja que nous avions reçu la semaine dernière sur le plateau du 7-8 Sport, a battu Dominique Solois au point à Saint-Vaast-la-Hougue. La plus grande victoire de sa carrière, la date de son prochain combat n'a pas encore été communiquée. On referme ce magazine par un rendez-vous en football. Le Chénier, 3e du championnat Excellence, reçoit au stade Michaud Maurepas, dernier du classement avec un match en moins. La rencontre paraît déséquilibrée sur le papier, mais Maurepas est capable de réaliser un exploit à tout moment. On l'a vu avec sa victoire contre Torcy en Coupe de France. La rencontre est programmée ce dimanche à 15h.
C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve jeudi prochain pour votre nouveau rendez-vous Si on parlait sport. Nous parlerons notamment du skipper versaillais Tanguy Delamotte et de Ligny Montin François Pervis. Très belle soirée sur TV Fil 78.